Avant de te parler de Billie Jean, il faut que tu saches quelque chose. Pendant très longtemps, les femmes n'ont pas eu le droit de jouer au tennis en compétition. Elles savaient très bien jouer, ce n'était pas la question, mais la société estimait que courir, transpirer, frapper une balle, ce n'était pas convenable pour une dame. Alors, qu'est-ce qu'elles faisaient, les femmes de la haute société au 19e siècle ? Elles regardaient. Elles portaient leurs longues robes à jupons, leurs corsets bien serrés, leurs chapeaux à plumes, et elles regardaient les hommes jouer. Parfois, lors de garden parties, ces fêtes élégantes, dans les jardins anglais, elles s'autorisaient quelques échanges entre elles. Toujours en robe longue, en corset, avec interdiction de transpirer. Le tennis avait été inventé en 1874 par un homme, un Anglais, du nom de Walter Clapton Wingfield. Il l'appelait le lawn tennis, tennis sur gazon. 3 ans plus tard, en 1877, le tournoi de Wimbledon était créé. Mais attention, uniquement pour les hommes. Bien sûr, un sport créé par un homme pour les hommes. Wimbledon, c'est le plus vieux et le plus célèbre tournoi de tennis du monde. Il se joue chaque année à Londres sur des courts en gazon, c'est-à-dire sur l'herbe. Tout est blanc. Les tenues des joueurs, les serviettes, même les assiettes de fraises à la crème que les spectateurs mangent dans les tribunes. C'est aussi l'un des 4 tournois qu'on appelle le Grand Chelem, avec Roland-Garros à Paris, l'Open d'Australie et l'US Open aux États-Unis. Donc Wimbledon en 1877, avec seulement des hommes qui jouent. Il faut attendre 1881 pour que les premières compétitions féminines de tennis apparaissent en Angleterre. Et 1884, soit 7 ans après les hommes, pour qu'une femme frôle enfin le gazon de Wimbledon. Cette femme, c'est Maud Watson. Elle a 19 ans, elle porte un corset et une robe qui lui descend jusqu'aux chevilles. Et devine quoi ? Elle gagne. Maud bat sa propre sœur Liliane en finale en 3-7. Le trophée qu'on lui remet, un panier en argent d'une valeur de 20 guinées. Les hommes, eux, reçoivent une coupe en or. Oui, déjà. Maud Watson remporte encore Wimbledon en 1885. Puis son étoile pâlit. Mais elle a ouvert une porte. Alors oui, certes, une toute petite porte, encore très lourde avec plein de verrous pour les femmes, que des générations de femmes vont devoir déverrouiller et pousser de toute leur force pour l'ouvrir en grand. L'une d'elles s'appellera Billie Jean et voici son histoire. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassements de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne née en 1954 à Long Beach, en Californie, des États-Unis. Billie Jean Moffitt grandit dans une ville du bord de mer, où le soleil brille presque toujours, où les palmiers se balancent doucement, et où une petite fille avec des lunettes épaisses et des yeux bleus comme le Pacifique passe ses journées à courir, sauter et taper dans tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à une balle. Son père Bill est pompier et sa mère Betty est femme au foyer. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Le frère cadet de Billie Jean, Randy, est lanceur de baseball pour les Giants de San Francisco. Dans la famille Moffitt, on est sportif ou on ne l'est pas, donc on l'est. Un jour d'été, dans sa classe de CM2, une camarade lui pose cette question. « Billie Jean, est-ce que tu joues au tennis ?» Billie Jean la regarde avec ses grands yeux bleus derrière ses verres épais. « Mais c'est quoi le tennis ?»
Quelques lectures et pages tournées plus tard sur l'histoire de ce drôle de jeu, sur les cours en gazon, sur les raquettes et les balles jaunes, Billie Jean sait. Elle sait que c'est pour elle. Courir, sauter, frapper une balle ? Mais voyons, c'est exactement ce qu'elle aime déjà faire. Le tennis, c'est ses 3 sports préférés en un seul. Mais il y a un problème. 2 problèmes même. Premier problème, le tennis. À cette époque-là, en Amérique, cela se pratique dans les country clubs. Ce sont des clubs très privés, très chics, réservés aux familles riches. Et la famille Moffitt n'a pas les moyens d'y adhérer. Deuxième problème, pour jouer au tennis, il faut une raquette. Et Billie Jean n'en a pas. Alors elle fait ce que font les gens vraiment déterminés. Elle trouve une solution. Pour les cours, elle apprend qu'un entraîneur donne des leçons gratuites dans les parcs publics de la ville. Elle calcule rapidement. Si elle le suit dans les 5 parcs différents où il enseigne, elle peut obtenir 5 cours gratuits par semaine. Bon, pour la raquette, c'est un peu plus compliqué. Alors Billie Jean frappe à toutes les portes de son quartier pour proposer ses services. Elle arrache des mauvaises herbes dans les jardins, ratisse les feuilles mortes en automne, sort les poubelles. Elle achète aussi des bonbons à la pharmacie du coin et les revend un peu plus cher à ses camarades. Pièce après pièce, centime après centime, sa tirelire se remplit. Quand elle a enfin économisé $8, elle entre dans le magasin et choisit sa raquette. Elle est en bois. Ses cordes sont violettes, la couleur préférée de Billie Jean. Quelques minutes plus tard, elle pose le pied sur un court de tennis public. Cette raquette gagnée par son propre travail à la main, et elle le ressent. Elle ressent quelque chose d'immense dans sa poitrine. Le sentiment qu'elle peut tout faire. Billie Jean apprend vite, très vite à jouer au tennis. Elle joue avec une intensité que ses adversaires ne comprennent pas tout de suite. Elle charge le filet après chaque service. Elle fixe ses adversaires droit dans les yeux. Elle frappe les balles fort, très fort. Et quand ça ne va pas, elle le dit à voix haute. Elle crie « Oh, Billie, réfléchis !» Après une mauvaise frappe. « Oh, zut !» Après un filet raté. En fait, elle dit un gros mot pas très joli à dire. Les gens ne sont pas habitués à entendre une fille parler comme ça sur un cours. Mais Billie Jean ne joue pas pour plaire, ah non, elle joue pour gagner. À 12 ans, elle entre sur un cours et elle regarde autour d'elle. Tout le monde porte des chaussures blanches, des chaussettes blanches, des vêtements blancs. Et tous les joueurs, sans exception, sont blancs. Billie Jean ne joue plus pendant 1 an. 1 an entier à se demander pourquoi le sport qu'elle aime tant est réservé à certains et pas d'autres. Pourquoi les cours semblent fermés à tous ceux qui ne ressemblent pas à ce que le tennis est supposé être. Et cette question ne la quittera jamais. Elle reprend la raquette. Elle s'entraîne encore plus fort. Et à 16 ans, elle commence à jouer professionnellement. À 17 ans, elle remporte son premier titre à Wimbledon en double avec sa partenaire Karen Hanze Zusman. Ensemble, elles deviennent la plus jeune paire à jamais gagner ce titre dans l'histoire du tournoi. Elle pose les yeux sur le gazon sacré de Wimbledon et murmure « Est-ce qu'on peut rester ici pour toujours ?» Sa première victoire en simple à Wimbledon arrive en 1966. Elle a 22 ans. Elle devient numéro 1 mondial. Cette année-là, Billie Jean est la meilleure joueuse du monde. Elle vient de remporter Wimbledon. On lui remet son chèque de récompense. Tiens, elle regarde le montant. Puis elle regarde le chèque du vainqueur masculin, Rod Laver. Elle reçoit 750 livres sterling. Et Rod reçoit 2000 livres sterling. Si tu as suivi tes cours de soustraction,
tu comprends vite que la différence est énorme. Et ce soir-là, il y a un dîner élégant en l'honneur des champions. Billie Jean et Rod Laver dansent ensemble, selon la tradition. Elle sourit pour les photographes, elle rit. Mais dans sa tête, elle fait un calcul, et ce calcul est en train de lui dire quelque chose de très clair. Les spectateurs ont payé le même prix pour voir les femmes et pour voir les hommes. Les femmes attirent les foules, elles font vendre les billets, leurs noms s'affichent sur les affiches. Alors pourquoi sont-elles payées 2 fois moins, 3 fois moins, 8 fois moins selon les tournois? On va lui répondre que les hommes jouent plus de sets que les femmes. 5 sets contre 3 pour les femmes. Qu'ils travaillent donc beaucoup plus dur. CQFD. Billie Jean répond que la qualité d'un spectacle ne se mesure pas à la durée. On hausse les épaules. On lui dit que c'est comme ça, que c'est normal, que c'est la tradition. Billie Jean décide qu'elle va changer la tradition. En 1970, un grand tournoi à Los Angeles est organisé par Jack Kramer, une figure puissante du tennis américain. Son plan, payer les femmes 8 fois moins que les hommes. 8 fois. Billie Jean refuse de jouer si les gains ne sont pas égalisés. Kramer ne bouge pas d'un centime. Alors Billie Jean fait ce qu'elle a dit. Elle part, et elle ne part pas seule. 8 autres joueuses la suivent, 9 en tout. Avec l'aide de Gladys Hellman, fondatrice du magazine World Tennis, elles créent leur propre circuit, leur propre tournoi, pour la même semaine que celui-ci. Pour officialiser leur nouveau départ, chacune des 9 joueuses signe un contrat professionnel symbolique. $1, un seul dollar, mais ce dollar, c'est leur liberté. Les Original 9, ou les 9 originales, c'est le surnom donné aux 9 joueuses qui ont signé ce contrat historique le 23 septembre 1970, bravant l'interdiction de la fédération et risquant d'être bannies des grands tournois. En plus de Billie Jean King, il y avait Rosie Casal, Nancy Richet, Peaches Bartkowski, Kerry Melville, Christy Pigeon, Judy Dalton, Julie Hellman et Valérie Ziegenfuss. Leur circuit a été sponsorisé par la marque de cigarettes Virginia Slims, ce qui leur a permis d'exister financièrement. Aujourd'hui, la WTA, l'association des joueuses professionnelles de tennis, est leur héritage direct. Et lors de la conférence de presse mythique, chacune des 9 joueuses a levé un billet $1 devant les photographes. La photo est entrée dans l'histoire. Le circuit Virginia Slims est un succès. L'année suivante, 40 nouvelles joueuses les rejoignent. En 1973, Billie Jean King fonde officiellement la WTA Women's Tennis Association et en devient la première présidente. Cette même année, elle menace de boycotter l'US Open si les gains des femmes ne sont pas équivalents à ceux des hommes. Les organisateurs la croient. En septembre 1973, l'US Open devient le premier tournoi professionnel au monde à offrir une prize money égale aux hommes et aux femmes. Billie Jean a gagné la première bataille. Mais il y a quelqu'un, quelque part, un homme, qui ne l'entend pas de cette oreille. Cet homme s'appelle Bobby Riggs. Bobby a 55 ans. C'est un ancien numéro 1 mondial dans les années 40. Bobby est ce qu'on pourrait appeler avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance, un fanfaron. Un homme qui adore faire parler de lui. Et depuis que les femmes commencent à réclamer leur part du gâteau et d'argent, Bobby a trouvé son nouveau rôle, champion du machisme. Il déclarait sans rougir « Les femmes appartiennent à la cuisine, pas au cours de tennis ». Pour prouver son point, au printemps 1973, il défie Margaret Court, qui est alors l'une des meilleures joueuses du monde, et la bat en 2-7. Margaret perd. Bobby jubile. Les machos du monde entier s'excitent. Billie Jean regarde ce match à la télévision. Elle est en colère.
Elle sait que cette défaite va alimenter pendant des années l'argument que les femmes sont inférieures aux hommes dans le sport. Bobby envoie alors un défi à Billie Jean. Elle refuse d'abord. Elle n'a pas envie de se donner en spectacle, d'être transformée en attraction de cirque. Mais après la défaite de Margaret, après les ricanements, les commentaires, elle change d'avis et accepte. Le 20 septembre 1973, 30 000 personnes dans les tribunes assistent à ce qu'on va appeler la bataille des sexes, à l'Astrodome de Houston au Texas. Derrière le petit écran, ce sont plus de 90 millions de téléspectateurs dans 37 pays à travers le monde. La somme en jeu, $100 000. C'est le match de tennis le plus regardé de toute l'histoire. Bobby Riggs, lui, il entre dans l'arène sur un pot de pouce, entouré de cheerleaders en jupe courte. Il se proclame fièrement le cochon macho. Billie Jean arrive portée sur un trône orné de plumes roses, soutenue par des hommes torse nu. Au moment de la poignée de main, elle offre à Bobby un cadeau soigneusement choisi, un petit cochon avec un ruban autour du cou. La foule adore. Bobby Riggs est tellement sûr de gagner qu'au moment où le match commence, il garde sa veste. Et il joue en veste. Premier set, Bobby perd. La veste tombe. Deuxième set, Bobby perd encore. Troisième set, Bobby perd. Billie Jean remporte le match 6-4, 6-3, 6-3 en 3-7-7. Jeu, set et match. Et toc, Bobby. Elle projette sa raquette en l'air, claque dans ses mains et sourit de toutes ses dents au public en délire. Bobby Riggs franchit le filet et s'agenouille devant elle. Billie Jean dira plus tard « Je me suis dit que ça nous renverrait 50 ans en arrière si je ne remportais pas ce match. Ça aurait touché l'estime de toutes les femmes. Elle n'a pas perdu. » Billie Jean King a remporté 39 titres de Grand Chelem au total. 6 fois Wimbledon en simple, 4 fois l'US Open, 1 fois Roland-Garros en 1972. Roland-Garros, c'est le seul tournoi du Grand Chelem qui se joue sur terre battue, cette poudre d'argile orangée si particulière qui colle aux chaussures blanches et fait ralentir la balle. Il se tient à Paris, à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Son histoire commence en 1891, mais ce n'est qu'en 1897 que les femmes sont autorisées à y participer. Le stade porte le nom de Roland-Garros, un aviateur français qui fut le premier homme à traverser la mer Méditerranée en avion en 1913. Aujourd'hui, le deuxième court principal du stade s'appelle le cours Suzanne Lenglen, en hommage à la première grande star du tennis féminin français, surnommée la Divine. C'est dire si les femmes ont laissé leurs traces à Roland-Garros. Mais revenons à Billie Jean, parce qu'elle ne s'est pas contentée de gagner des matchs. Elle a construit quelque chose de beaucoup plus grand. En 2020, la Fed Up, l'équivalent féminin de la Coupe Davis au tennis, est rebaptisée en son honneur. Elle s'appelle désormais la Billie Jean King Cup. C'est le premier grand trophée sportif de l'histoire à porter le nom d'une femme. Elle a aussi été l'une des premières sportives de haut niveau à assumer publiquement son homosexualité, à une époque où c'était dangereux pour une carrière. Elle le dira un jour, et je la cite, « Je ne me suis pas sentie bien dans ma peau jusqu'à l'âge de 51 ans. » Cette honnêteté-là, ce courage-là a ouvert une autre porte pour toutes les athlètes LGBTQ+, qui ont grandi après elle. En 2009, le président Barack Obama lui remet la médaille présidentielle de la liberté. C'est la plus haute distinction civile des États-Unis. La petite fille aux lunettes épaisses de Long Beach, qui ramassait des feuilles mortes pour s'acheter une raquette à cordes violettes, a changé le monde du tennis. Et pas seulement le monde du tennis. Nouvelles héroïnes.
Voilà, c'était l'histoire, ou plutôt le début de la grande histoire de Billie Jean King, qui a ouvert la voie aux joueuses de tennis que tu peux ou as pu admirer sur le court, comme Coco Gauff, Venus et Serena Williams, Amélie Mauresmo. Une fille qui a appris à frapper une balle dans un parc public avec une raquette gagnée à la force de ses bras. Une femme qui a compris très jeune que les injustices ne disparaissent pas toutes seules. Il faut se lever, parler, parfois claquer la porte et toujours revenir sur le court. Et si tu fermes les yeux, je vais te confier ses plus grands secrets. Le secret numéro 1. Billie Jean dit que le tennis lui a appris que perdre un match n'est pas une catastrophe. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Secret numéro 2. Elle adore tellement Elton John que le musicien lui a dédié une chanson entière, Philadelphia Freedom, en hommage à l'équipe qu'elle entraînait à Philadelphia. Secret numéro 3. Dans sa vie, Billie Jean a porté 2 amours très grands, le tennis et la défense des droits des femmes. Elle dit que l'un n'aurait pas de sens sans l'autre. Et si tu veux connaître sa philosophie, la voici telle qu'elle a dite. La pression est un privilège. Elle ne vient qu'à ceux et celles qui la méritent. Cette histoire est pour toutes celles qui, un jour, ont frappé une balle, et pour toutes celles qui n'ont pas encore osé le faire, et pour toutes celles qui seront dans les gradins pour soutenir leur sœur, fille ou copine sur le court. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Cette histoire de nouvelles héroïnes a été écrite, racontée et produite par Céline Steyer, c'est moi, et réalisée par les Belles Fréquences. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à en parler autour de toi, à t'abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur ton application de podcast préférée. Nouvelles héroïnes, c'est un podcast indépendant que je fais presque toute seule, donc ça m'apporte énormément de soutien et ça me permet de lancer de super projets par la suite. Et bien sûr, tu peux m'envoyer des messages sur le répondeur Nouvelles héroïnes ou un message sur le compte Instagram. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.